Bonjour, merci de vous joindre à nous aujourd'hui. Je m'appelle Marlene Puffer, je suis la présidente du Conseil de la taxonomie et de la transition. Et avant de commencer ce webinaire, je tiens à souligner que je me joins à vous à partir d'un territoire autochtone non cédé. Je reconnais la nation Kanien'kehá:ka comme gardienne des terres et des eaux sur lesquelles je me trouve. Tiohtià:ke ou Montréal est historiquement connu comme un lieu de rassemblement pour de nombreuses Premières Nations et aujourd'hui une population autochtone diversifiée ainsi que d'autres peuples y résidents. Nous avons en ligne des gens de partout au pays. Je vous invite à prendre conscience des terres et des eaux sur lesquelles on se retrouve, ainsi que des Premières Nations, des Inuits et des Métis qui en sont les gardiens originels. Pour ceux qui sont moins familiers avec le Conseil de la taxonomie et de la transition, il s'agit d'un conseil indépendant nommé au mois d'avril dernier. Le conseil assure la supervision et prend des décisions sur l'établissement d'une taxonomie dans l'investissement durable en s'appuyant sur des recherches et des recommandations élaborées par des chercheurs indépendants de l'Institut climatique du Canada, avec la contribution des groupes de travail techniques sectoriels. Le conseil supervise aussi Parcours des entreprises de demain, qui rassemble de l'expertise financière et technique pour jeter et consolider les fondations de l'investissement durable au Canada. La semaine dernière, nous avons publié l'ébauche du rapport sur la méthodologie pour établir la taxonomie. On y proposait 3 catégories, verte, de transition, et une nouvelle catégorie pour Canada de réduction. L'ébauche propose aussi un cadre initial visant à réduire les risques pour les populations et la nature, ainsi qu'à respecter les droits et la souveraineté des peuples autochtones. Et maintenant, une période de rétroaction est en cours pour recueillir les commentaires sur cette ébauche. J'ai avec moi aujourd'hui une collègue membre indépendante du Conseil de la taxonomie et de la transition, Geneviève Morin, ainsi que Sonia-Lie Trottier, chef du secrétariat de Parcours des entreprises de demain. Elles donneront plus de détails sur les bauches proposées dans quelques minutes. Et à la suite de leur présentation, nous aurons une période de questions. S'il vous plaît, posez vos questions dans la boîte à cet effet, la boîte questions et réponses en bas de votre écran. Et nous tenterons de répondre au plus grand nombre de questions de clarification aujourd'hui, mais nous pourrions orienter certains de vos commentaires vers la procédure officielle de consultation. Alors, je cède maintenant la parole à Geneviève et Sonia-Lie. Merci beaucoup, Marlene. Euh, Bonjour tout le monde. Très heureuse de vous voir aujourd'hui dans ce webinaire en plein mois de juillet. Vous vous intéressez comme ça à la méthodologie de la taxonomie. Bravo, on voit que l'intérêt pour le durable est fort. Euh, Écoutez, je vais commencer un peu par donner un peu de contexte sur ce rapport-là pour bien situer le document. Donc, le rapport méthodologique, là, c'est vraiment ce qui explique comment et dans quelle direction on prévoit travailler. C'est à la fois donc l'étoile polaire, hein, c'est le grand objectif de la taxonomie et aussi la base pour tous les travaux à venir. C'est pour ça que c'est vraiment important d'avoir votre opinion, parce que si le conseil part mal, qu'on n'est pas orienté dans la bonne direction, ben, les travaux ne seront pas un succès. Alors, l'idée de ce rapport-là, donc, c'est d'expliquer les différentes décisions clés qui vont être utilisées pour savoir si un projet est conforme à la taxonomie. Pour élaborer le contenu, ben, on est parti des travaux du comité aviseur sur la finance durable, qui a été présidé par Barbara Svan, qui est d'ailleurs sur le conseil, d'une revue aussi de la littérature des meilleures pratiques dans les autres juridictions, parce qu'il y a déjà plus de 60 taxonomies qui existent dans le monde. Alors, l'idée, ça a été d'apprendre de leur expérience. Et on a aussi toute une structure à l'interne qui nous permet d'avoir des discussions très riches. Il y a un conseil présidé par Marlene avec 17 membres. Il y a un comité aviseur de financiers. Il y a un comité aviseur d'experts techniques et il y a un comité aviseur d'experts internationaux. Et tout ça ensemble, on est à plus de 70 personnes qui participent à enrichir nos discussions. Donc, tous les documents font l'objet de discussions dans les 3 comités aviseurs, financiers, techniques et experts internationaux, avant d'arriver sur la table du conseil avec ces différentes perspectives.
Si je continue, peut-être présenter un peu de quoi on va parler ou comment on va faire ça aujourd'hui. Donc, je fais une brève introduction. Ensuite, Sonia Lee va présenter le rapport lui-même, les fondements, la définition des trois catégories et l'approche proposée pour les critères techniques et les secteurs priorisés. Et on garde du temps pour une période de questions à la fin. Bon, une taxonomie, on va commencer par se comprendre sur ce que c'est. C'est un système de classification et c'est un système qui est fondé sur des données scientifiques. Dans le cas de la taxonomie canadienne, on parle d'un outil volontaire, donc quelque chose qui n'est pas obligatoire, mais qui permet aux gens d'aller classer les activités, les projets qu'ils font en fonction d'un système qui est le même pour tout le monde. Ça identifie, ça définit les activités économiques qui sont durables, c'est-à-dire qui sont conformes à l'objectif climatique net zéro d'ici 2050. Et c'est quelque chose donc qui va être à la fois utile pour les entreprises et pour les investisseurs. L'idée étant de clarifier qu'est-ce qui est aligné ou non avec l'objectif net zéro 2050. Pourquoi c'est important? Bien, d'abord, il a été estimé que pour bâtir une économie carboneutre d'ici 2050, le Canada a besoin de 115 milliards de dollars d'investissements supplémentaires par année. De l'argent durable, présentement, a de la misère à venir ici parce que c'est pas clair qu'est-ce qui est durable, qu'est-ce qui ne l'est pas. On veut clarifier ça. Ça va aussi aider les entreprises canadiennes à attirer des capitaux mondiaux parce que grâce à l'interopérabilité avec les autres taxonomies, on va faciliter l'accès, ça peut même se rendre jusqu'à faciliter l'accès au marché. Ça réduit les coûts de transaction parce que c'est sûr que quand il n'y a pas de taxonomie, chaque institution financière développe un peu ses propres critères pour savoir qu'est-ce qui est aligné ou pas. Ça fait plus de travail pour chacun, ça fait de l'incohérence entre les institutions et plus de travail pour les entreprises et ça crée de la confusion chez les investisseurs. Avec une taxonomie, on clarifie, on définit, on classe les choses. Et ben, le fait qu'elle soit adaptée aux spécificités canadiennes, hein, je l'ai dit, il y a plus de 60 taxonomies qui sont déjà adoptées dans le monde. L'idée, c'est pas qu'il y a une seule solution, c'est qu'il faut avoir des solutions qui sont propres à l'économie canadienne, aux opportunités économiques qui sont offertes par notre propre parcours de décarbonation, tout en tenant en compte l'interopérabilité avec les autres juridictions. Euh, grand, comment la taxonomie est placée. Donc, on a trois grandes catégories qu'on propose. La première, la catégorie verte, c'est des activités qui sont déjà inscrites dans une perspective de carboneutralité parce qu'elles ont des émissions nulles ou quasi nulles ou qu'elles permettent directement la mise en œuvre de ces solutions-là. C'est une catégorie qui est déjà bien définie dans les taxonomies mondiales. Alors, on va pouvoir s'inspirer puis travailler assez rapidement là-dessus. Les exemples, ben, l'énergie renouvelable, les véhicules électriques, le stockage d'énergie. La deuxième catégorie de transition, déjà une notion un petit peu plus moins répandue, c'est des activités qui sont aujourd'hui à forte intensité d'émissions, mais qui ont le potentiel d'atteindre un niveau proche de zéro émission d'ici 2050 grâce à des plans de transition grâce aux investissements, justement, qu'une taxonomie qui dit voici cet investissement est aligné avec la transition pourrait permettre de faire. Les exemples, l'acier, le ciment, l'agriculture, on va en avoir encore besoin en 2050. Et la troisième catégorie, réduction des émissions, c'est une innovation. Marlene l'a mentionné. On parle ici d'activités à forte intensité d'émissions qui vont qui ne deviendront pas décarbonés, mais qui vont connaître une baisse de la demande dans une économie qui se dirige vers net zéro. Plus spécifiquement, on parle du pétrole, du gaz. Mais la production puis le raffinage du pétrole et du gaz, c'est le tiers des émissions canadiennes. Alors, l'idée, c'est de voir comment certains investissements pourraient réduire sensiblement les émissions à court et à moyen terme dans ces secteurs-là, pendant qu'on les utilise, donc court moyen terme, mais sans nécessairement augmenter la durée de vie ou le risque que ça existe, que ça se développe davantage d'ici 2050. L'exemple type, c'est les technologies qui permettent d'identifier ou colmater les fuites de méthane dans les processus. Alors, ça vous place les grandes lignes et maintenant, je demande à Sonia Lee de venir nous expliquer tout ça avec les détails requis. Merci.
Merci Geneviève. Donc, comme mentionné, Geneviève, je vais aller un peu plus en détail dans le rapport pour vous aussi à formuler vos commentaires. Donc, je vais commencer avec les fondements proposés pour la taxonomie. Donc, premièrement, l'objectif même de la taxonomie est vraiment l'atténuation du climat, donc c'est-à-dire la baisse des émissions de GES, qui est vraiment définie selon les critères scientifiques conformes à l'accord de Paris. Donc ça, c'est vraiment aligné avec la majorité des taxonomies qui existent en ce moment à travers le monde. Il y a d'autres enjeux qui sont importants, mais on doit commencer quelque part et l'atténuation du climat, c'est ce que le Conseil propose. Le Conseil propose 6 principes fondamentaux pour la taxonomie. Donc, premièrement, la taxonomie doit être crédible, c'est-à-dire qu'elle doit être fondée sur la science du climat, avec des critères quantitatifs et des garde-fous contre le verrouillage carbone. Donc, verrouillage carbone, là, c'est tout ce qu'on appelle carbon lock-in en anglais. Ensuite, doit être utilisable. Donc, elle doit être utilisable pour les entités financières. Elle doit être aussi utilisable pour les entreprises de toute taille avec une charge minimale administrative pour s'assurer qu'elle soit utilisée. En Australie, par exemple, ils ont toujours gardé ce principe de utilisable en tête. Et on voit déjà une adoption importante. Ensuite, elle doit être interopérable, donc la terminologie et les critères harmonisés avec ceux de d'autres juridictions. Marlene l'a mentionné tantôt, on a la chance euh, d'avoir les conseils et les leçons apprises, en fait, du groupe Aviseur International qui peut nous aider à ce niveau-là aussi. La taxonomie doit être dynamique. Elle doit être mise à jour régulièrement à mesure que la science, les technologies et les politiques évoluent. Elle doit être aussi adaptée aux réalités régionales. Donc, c'est-à-dire ce qui est valable au nord du Canada ne sera pas nécessairement au sud pour certaines communautés autochtones, pour certaines provinces. Donc, c'est important d'avoir cette diversité régionale en tête, étant donné que le Canada, c'est un grand pays. Et finalement, elle doit être priorisée. Donc, c'est-à-dire qu'on doit déployer la taxonomie par étapes en se concentrant d'abord sur les secteurs à fort impact. Donc, ça, c'est les 6 principes que le Conseil vous propose dans ce premier rapport. Ensuite, comme je l'ai mentionné, c'est quoi le niveau d'ambition de la taxonomie? Donc, cette taxonomie s'inscrit vraiment dans le cadre des ambitions de l'accord de Paris, donc c'est-à-dire bien en dessous de 2 degrés, sans dépasser 1,5 degré, et sera mis en œuvre par le biais de l'objectif officiel, donc l'objectif législatif du Canada d'atteindre la carboneutralité d'ici 2050. La portée de la taxonomie, en fait. Donc, c'est important de comprendre que les catégories, en fait, reflètent les trajectoires mondiales alignées sur le corps de Paris et les critères techniques de sélection, donc c'est-à-dire comment une activité ou un projet va être aligné avec la taxonomie et les différentes catégories, s'appuient sur les trajectoires sectorielles vers la carboneutralité qui sont propres au Canada. Donc, comme je viens de le mentionner, les catégories vertes et de transition concernent les activités et non les entités. Ça, c'est super important de le mentionner, mais il peut avoir certaines exigences concernant les entités. Donc, quand on parle d'entités, c'est vraiment les entreprises qui peuvent être encouragées, mais sans être obligatoires. On va en parler un peu plus tard. En plus des 6, pardon, grands principes que le Conseil vous propose, le Conseil a amené 2 autres cadres, en fait, qui sont super importants et pour lesquels, dans ce premier rapport-là, on demande à toutes les parties prenantes et affectées d'amener leurs commentaires. C'est super important. Le premier, en fait, principe, c'est vraiment ne pas causer de préjudice important. Donc, ce qu'on appelle en anglais le Do No Significant Harm. Donc, le cadre des NSH. À la droite de votre écran, vous voyez certains domaines qui peuvent être évalués par ce cadre-là. Dans le fond, ce critère-là, c'est de dire que c'est pour aider à garantir que les activités durables ne compromettent pas d'autres objectifs environnementaux. Comme je l'ai mentionné, l'objectif principal, c'est vraiment l'atténuation des changements climatiques, mais on est très conscient que d'autres enjeux environnementaux qui sont importants aussi, notamment, par exemple, on peut penser au stress hydrique et l'impact sur la biodiversité. Donc, comment on prend en compte ces enjeux-là dans le cadre de la taxonomie? Euh, donc, encore une fois, le cadre des NSH va être évalué au niveau de l'activité à l'aide de critères génériques. Donc, là, en ce moment, les critères qu'on propose dans le rapport sont assez larges. Et ensuite, on va aller pour partir sur des bonnes bases. Et ensuite, on va aller avec des critères qui sont plus spécifiques aux différents secteurs sur lesquels on se concentre. Donc, en vous, en tant que partie prenante, c'est super important de pouvoir amener des commentaires sur ce cadre-là. L'autre aspect important que je mentionnerais par rapport au cadre des NSH, c'est que le Conseil propose une conformité partielle. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, concrètement? C'est-à-dire que les utilisateurs de la taxonomie
vont indiquer quels critères des NSH ils respectent ou ne respectent pas pour revendiquer leur alignement sur la taxonomie. On a discuté au conseil à maintes reprises quelle approche serait la plus pertinente pour le Canada. Puis ça, c'est ce qu'on vous propose. Mais encore une fois, on recueille vos commentaires. C'est est-ce que cette approche-là est la bonne? Est-ce que vous avez un autre avis? Un autre critère sur lequel le conseil va vous demander des questions, c'est les garanties sociales minimales, ce qu'on appelle aussi en anglais Minimum Social Safeguard. Encore une fois, à droite, il y a certains domaines qui sont proposés, par exemple les normes du travail, les droits autochtones, les droits de la personne. Donc, c'est-à-dire que les garanties permettent de veiller à ce que les activités conformes à la taxonomie respectent aussi des normes minimales en matière d'enjeux sociaux et de gouvernance. C'est pour assurer que les projets, les activités vont pas causer de préjudices importants à des enjeux sociaux. Encore une fois, on va s'aligner, par exemple, à des normes internationales. Par exemple, on peut penser aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de la personne. Donc, encore une fois, c'est des enjeux qui sont super importants et pour lesquels on vous invite et on vous encourage à fournir vos commentaires. Est-ce que c'est la bonne approche que le conseil euh, tend? Parce que ça va former les bases pour ensuite aller vers les taxonomies par secteur. Et la même chose pour le cadre des NSH, on propose une conformité qui serait partielle en termes de qu'est-ce que les utilisateurs de la taxonomie devraient divulguer. En termes de l'approche autochtone dans le cadre des GSM, c'est important de comprendre que l'approche, en fait, que le Conseil propose va vraiment s'appuyer sur la reconnaissance par le Canada des droits et des titres autochtones, sur la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones, ainsi que sur la loi canadienne sur la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones. Donc, c'est de dire qu'on reconnaît que les titulaires des droits autochtones forment une catégorie distincte des autres parties prenantes, conformément aux obligations découlant de la Constitution canadienne et des traités conclus par le Canada. Le conseil, particulièrement Marlene, la présidente, on travaille très fort à engager les communautés autochtones à travers le Canada. Notamment, on a Scott Monroe qui siège au conseil, on a de la représentativité au groupe aviseur, on cherche aussi des gens pour les groupes de travail sectoriels, mais on travaille aussi à engager, que ce soit dans des réunions un à un ou encore dans des réunions privées pour s'assurer de créer cet espace où les communautés autochtones peuvent nous fournir leur perspective quant à la taxonomie, puis s'assurer qu'ils soient engagés. Donc ça, c'est un autre aspect sur lequel le Conseil serait très reconnaissant pour avoir vos commentaires. Ensuite, qu'est-ce qui est pour la définition des activités vertes de transition et de réduction des émissions? À travers, si vous avez lu le rapport ou vous allez le lire plus tard, vous allez voir qu'à chaque section, il y a des questions qui sont posées pour lesquelles on va vous répondre. Ça, c'est vraiment un aspect super important. Geneviève en a un peu mentionné quel est le cas de la classification taxonomique. Je vais y aller un peu plus dans le détail, mais comme elle l'a mentionné, la première catégorie proposée, c'est vraiment les activités vertes, donc tout ce qui est émissions nulles ou quasi nulles. On sait qu'il y a une demande importante en croissance au niveau mondial sur la voie de la carboneutralité. Donc, ces activités-là, ces projets-là vont être alignés sur zéro émission nette. Ils vont réduire les émissions de GES à court et à long terme. Comme elle l'a mentionné, ça, c'est assez clair dans plusieurs taxonomies. Donc, ça va vous permettre d'utiliser leurs travaux pour avancer nos propres travaux, étant donné que le Canada est un peu en retard. Ensuite, la deuxième catégorie proposée, c'est les activités de transition. Il y a quelques taxonomies dans le monde qui ont cette catégorie-là, comme on pense par exemple à l'Australie. Singapour a un système de lumière, de feu rouge, en fait, je devrais dire, feu rouge, jaune et vert. Et donc, ça, en fait, c'est qu'il y a une augmentation des émissions. On sait par contre qu'il y a aussi une augmentation dans la demande mondiale sur la voie de la carboneutralité. Donc, ces activités-là pourraient être alignées sur zéro émission nette d'ici 2050. Et il y a des opportunités de réduction des GES à court et long terme. Finalement, la dernière catégorie, c'est la catégorie que on vous propose. Dans le rapport, vous allez voir, le conseil vous pose la question, est-ce que cette catégorie devrait-elle exister? Et si elle existe, quels seraient les garde-fous qu'on pourrait envisager? Je vais en aborder un peu plus tard, mais grossièrement, on sait que les émissions augmentent dans cette catégorie.
que la demande mondiale, elle va diminuer sur la voie de la carboneutralité. Donc, ces activités-là ne sont pas alignées sur des émissions zéro net et non plus à long terme. Donc, il n'y a pas d'opportunité de réduire ces GES à long terme, mais il pourrait y avoir des opportunités de réduire les GES à court terme. Brièvement, catégorie verte d'activité, donc tout se penser aux véhicules électriques, à la fabrication de véhicules électriques. Donc, c'est toutes les activités qui peuvent permettre la mise en œuvre de ces solutions ou encore les activités connexes qui doivent faire l'objet de garde-fous mais qui sont aussi importants pour accélérer les activités, les projets dans la catégorie verte. Donc, on pense par exemple aux minéraux critiques qui sont vraiment nécessaires pour les véhicules électriques. Ça, c'est assez simple à comprendre. Pour ce qui est la catégorie d'activité de transition, ce qui est important de mentionner ici, c'est qu'il y a deux voies possibles vers la conformité à la taxonomie. Donc, il y a l'ensemble de l'activité, donc c'est-à-dire l'ensemble des opérations visant à assurer la transition. Donc, par exemple, on peut penser à une cimenterie complète qui pourrait être alignée avec la catégorie de transition. Ensuite, il y a des mesures de transition, donc c'est-à-dire qu'il va y avoir des améliorations spécifiques qui sont mises en place. Donc, par exemple, on peut penser à des activités où on va changer le combustible. Donc, l'admissibilité dans cette catégorie-là va faire l'objet de contraintes temporelles. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qui est admissible en ce moment, qui est pertinent, ne sera pas nécessairement admissible dans 2, 5, 10 ans, étant donné les évolutions technologiques qu'il va y avoir. Donc, ça permet en fait d'éviter, encore une fois, le verrouillage carbone. Et ça revient au principe de dynamisme qu'on a mentionné un peu plus tôt. C'est important de mentionner aussi que les activités pétrolières et gazières sont exclues de cette catégorie. Ensuite, la dernière catégorie qui est proposée par le Conseil, c'est la catégorie de mesures de réduction des émissions. En anglais, on l'appelle abatement. Donc ça, c'est vraiment la nouvelle catégorie qui est adaptée au contexte canadien. Elle s'applique strictement aux investissements ciblés et à court terme qui permettent de réduire de manière significative les émissions liées à des activités à de fortes émissions et difficiles à décarboner. Donc, c'est sûr qu'on pense au secteur du pétrole et du gaz. Donc, comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, le Conseil se pose la question, est-ce que cette catégorie devrait exister ou non? Donc, on cherche vos commentaires à ce niveau-là. Et si elle devrait exister, on sait qu'on parle un peu dans l'abstrait, mais quels potentiellement pourraient être les garde-fous qui seraient inclus? Donc, ici, à l'écran, vous voyez une liste potentielle de garde-fous qui pourraient être envisagés. Encore une fois, c'est difficile à discuter dans l'abstrait, mais c'est des travaux qui seraient plus dirigés vers 2027, mais les garde-fous, par exemple, qu'on pourrait penser, certes que même si la taxonomie est au niveau de l'activité ou des projets, on pourrait avoir un garde-fou au niveau des plans de transition, au niveau de l'entité. Donc ça va être très important de partager vos commentaires également. Ensuite, une fois qu'on comprend les principes, les trois grandes catégories et les critères, il va y avoir des critères techniques de sélection. Donc, encore une fois, on cherche à recueillir vos commentaires de façon large parce qu'on a besoin d'avoir une fondation solide pour s'assurer que les critères techniques de sélection par secteur vont être pertinents. Les 6 critères de sélection technique que le Conseil vous propose, d'abord, il doit être prospectif. Donc, c'est-à-dire qu'il doit être orienté vers l'avenir. On doit définir des critères futurs par tranche de 5 ans qui va vraiment contribuer à réduire l'incertitude pour les investisseurs. Il doit être quantitatif dans la mesure du possible. Ça permet vraiment de fournir des seuils clairs afin de minimiser les risques d'éco-blanchiment. Et si le quantitatif n'est pas possible, c'est là à ce moment-là qu'on va se tourner vers le qualitatif. Il doit avoir des dates de fin de validité et d'entrée en vigueur, donc on peut appeler aussi sunset puis sunrise dates. Ça va vraiment signaler le retrait de critères existants ou l'intention d'introduire de nouveaux critères à l'avenir. Ça revient encore au principe de les technologies, la science, du climat évolue, donc on se doit s'assurer que ces dates-là soient pertinentes. Elles doivent prendre en compte, les émissions en amont et en aval, le cas échéant. Donc, c'est pertinent lorsqu'elles ont un impact significatif sur les émissions totales de l'activité. Elles doivent être révisées périodiquement et les critères techniques doivent être fondés sur des méthodes rigoureuses, donc c'est-à-dire la modélisation des systèmes énergétiques, la revue de la littérature, l'analyse des différentes juridictions. Donc ça, c'est les 6 critères techniques de sélection que le Conseil vous propose et sur lesquels allez avoir l'opportunité de fournir vos commentaires.
Donc, maintenant, en fait, je vais repasser la parole à Geneviève qui va parler de la priorisation des secteurs. Oui, donc on a, Sonia Lee l'a mentionné, l'idée, c'est un des principes, c'est de prioriser, puis on essaie de faire que les choses entrent en vigueur au fur et à mesure. Alors, on a priorisé 6 secteurs pour leur lien avec la nécessité de mitiger. Le premier secteur, l'électricité, bâtiment et transport, ces 3 secteurs-là vont se travailler durant l'année 2000, d'ici la fin de 2026. Et en 2027, on va se pencher sur l'exploitation minière, la fabrication et l'agriculture foresterie. Donc, c'est les 6 secteurs qui ont été priorisés. Et peut-être, on va voir un peu plus loin l'agencement ou en fait le calendrier, comment tout ça fonctionne pour être bien suivi. Euh, donc, si on regarde justement notre calendrier, première étape, le conseil a été créé en avril 2026, un conseil indépendant qui a été créé, oui, à l'initiative du gouvernement fédéral, mais qui a son propre mandat. Nous avons publié le 9 juillet le rapport et il y a une période de rétroaction publique jusqu'au 13 août. Donc, c'est ce qui se passe principalement cet été à la vue de tous. Maintenant, en même temps, il y a travail pour mettre en place les groupes sectoriels qui vont travailler sur les 3 premiers secteurs, électricité, bâtiment j'ai un blanc, pas grave. Donc, les trois, les bâtiments et transports, merci, oui. Donc, à l'automne 2026, après avoir analysé les commentaires, pris en compte et intégré dans une version finale, il y aura publication de la version finale du rapport méthodologique, donc qui va venir placer plus définitivement les bases pour notre travail. Pendant l'hiver, donc d'ici fin décembre, janvier, il y aura publication des lignes directrices, d'abord pour consultation et ensuite dans une version finale. À chaque fois, on va faire ça pour les 3 secteurs en question. Alors, l'idée, c'est toujours la même. Il y a des groupes sectoriels qui travaillent sur les secteurs. Lorsque les groupes ont un projet qui permet de bien voir dans ce secteur-là comment vont s'appliquer les 3 catégories qui sont énoncées, ben le groupe en question propose et le conseil adopte un projet. Le projet est soumis pour rétroaction et après la période de rétroaction, des ajustements sont apportés et le projet est émis dans sa version finale. Et lorsque le projet est émis dans sa version finale, il existe, il s'applique, hein, c'est volontaire, mais ça veut dire quand même qu'à partir de ce moment-là, on peut savoir dans le secteur de l'électricité qu'est-ce qui est considéré comme une activité verte ou de transition, par exemple, qui deviendra clair d'ici là. On va faire ensuite les 3 autres secteurs, donc pendant que les rétroactions se feront sur les 3 premiers secteurs, il y aura mise en place des groupes de travail pour les 3 autres, le minier, la fabrication, foresterie. Et l'idée, c'est d'ici l'automne 2027 d'avoir publié ces 3 autres secteurs-là. Donc, d'ici là, je dirais décembre 2027, l'objectif, c'est d'avoir publié 6 secteurs qui sont les 6 secteurs priorisés, en plus d'avoir bien sûr terminé la version finale du rapport méthodologique. Donc, c'est l'échéancier, c'est la quantité de travail qu'on s'est donné. Alors, pour la rétroaction publique qui est en cours, donc du 9 juillet au 13 août, avec l'idée que vous verrez donc les résultats, l'analyse de ça et ce qu'on en a fait un peu plus tard, au début de l'automne. Pour faire la rétroaction, il faut aller sur le portail de rétroaction publique qui est à l'adresse indiquée donc chez Business Future Pathways ou Parcours des entreprises de demain. Il est important de passer par le portail pour répondre notamment à certaines questions qui seront plus analysées d'une façon un peu plus quantitative. Il y a moyen d'annexer des documents donc pour expliciter davantage votre position.
Et ben, si vous avez des questions, si vous avez besoin d'aide, si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous écrivez à secrétariat@Business Future Pathways et Sonia Lee et son équipe seront là pour répondre à vos questions et résoudre vos difficultés. Voilà. Merci Geneviève. Je passais à la dernière diapositive. Il y a un autre élément que j'aimerais mentionner aussi, c'est super important. Il y a plusieurs questions dans le rapport. Ça peut être un peu impressionnant, mais le conseil demande aux gens de répondre, mais vous n'êtes pas obligé de répondre à toutes les questions. Ça, c'est super important de le mentionner. Si vous avez un avis, une expertise sur un ou deux ou trois éléments, vous pouvez répondre à ces un ou deux ou trois éléments et vous n'êtes pas obligé de répondre à toutes les questions, juste le mentionner explicitement ici. Donc voilà, je vais Oui, arrêter le oui. partage de mon écran. Merci, merci Geneviève et Sonia Lee. Et ça fait beaucoup d'informations. Je suis sûre qu'il y en aura plein de questions. Alors, je passe maintenant la parole à Claudine Brûlé de l'Institut climatique qui pilotera la période de questions. Merci beaucoup, Marlene. Merci, Geneviève. Merci, Sonia Lee. Donc, on vous invite maintenant à nous faire part de vos questions pour Marlene, Geneviève et Sonia Lee. On vous invite à inscrire vos questions dans la boîte à cet effet en bas de votre écran et on va tenter de répondre au plus grand nombre de questions dans les prochaines minutes. Aussi, fait à mentionner, on vous demande de ne pas en fait partager vos commentaires ici aujourd'hui lors de ce webinaire. Si vous avez des commentaires, on vous invite plutôt à les garder pour votre soumission officielle. Les participantes au webinaire aujourd'hui ne peuvent pas vous donner leur avis sur des commentaires que vous avez sur l'ébauche qui a été présentée. Elles sont plutôt ici pour répondre vraiment à vos questions. La première question qu'on a reçue, peut-être la plus simple, en fait, on demande à savoir si on aura une copie disponible de la présentation pour les participants. Je peux répondre à cette question-là. Donc, le webinaire est enregistré. Donc, oui, on peut renvoyer en suivi à tous les gens qui sont inscrits au webinaire et qui ont participé la copie de la présentation. Merci. Une autre question, que pensez-vous fera en sorte que l'implantation de cette taxonomie sera un succès? Votre micro, Madame Morin. Donc, euh, on se donne l'objectif d'avoir quelque chose qui est clair, quelque chose et on sait que c'est très demandé. Donc, il y a déjà présentement une cinquantaine d'institutions financières qui participent au groupe de travail qui réfléchit qui travaille sur la taxonomie avec nous. Je sais que c'est quelque chose qui est aussi en demande du côté des entreprises. Donc, d'après nous, le succès va venir du fait que ça arrive, que ça sorte, que ça soit clair et que ça réponde aux différents principes, notamment l'interopérabilité et le côté utilisable, hein. On est toujours crédible, utilisable, interopérable. Ce sont des fondements importants qui vont permettre cette utilisation-là. Merci. On a une autre question. Comment la taxonomie s'inscrit dans l'écosystème de la planification, de la déclaration et du suivi de la transition? Mais globalement, l'idée, c'est que les divulgations, par exemple, ce que le CSSB demande ou toutes sortes d'autres organisations, permettent d'avoir beaucoup d'informations. Donc, ça sort l'information. La taxonomie, elle, vient ajouter une étiquette au résultat de l'ensemble de ces informations-là en disant ça rentre là ou là. Et plus tard, on pourrait même voir les plans de transition qui assurent, eux, qu'il y ait le déroulement, qu'il y ait la mise en place. Alors, si je le transfère un peu dans le secteur de la santé, les divulgations, c'est les rapports d'analyse du sang, bon, est-ce que votre niveau d'oxygène est bon, etc. La taxonomie, c'est le diagnostic que le médecin pose par rapport aux différentes informations. Et ensuite, le plan de transition, ce serait la façon de se guérir, donc la prescription de ce qu'il faut faire ensuite pour se soigner. Alors, tout ça fait partie d'un seul et même écosystème. Autre question, pourquoi avez-vous inclus la troisième catégorie dans la taxonomie? Mais on essaie d'arriver à un équilibre. Puis, il reste que la production puis le raffinage du gaz et du pétrole au Canada, c'est 33 de nos gaz à effet de serre. Et oui, ça va diminuer d'ici 2050, mais en attendant, c'est quand même utilisé. Et s'il y a quelque chose qu'on peut faire à court terme qui permette
de régler, donc de diminuer les gaz à effet de serre qui sont émis sans augmenter la quantité de production, sans nous aligner. Si on réussit à trouver cet équilibre-là avec les garde-fous, nous, on pense que ça vaut la peine. Notre objectif, c'est d'arriver à une mitigation, donc à une atténuation là, des gaz à effet de serre, et il y en a beaucoup dans ce secteur-là. Alors, qu'est-ce qui peut être fait pour atténuer? On le met dans une troisième catégorie parce que ce n'est pas un secteur qui va transitionner. Et ce n'est pas un secteur vert, ça tout le monde le sait, mais ce n'est pas un secteur qui va transitionner. C'est un secteur dont la demande va diminuer. Alors, on n'a pas voulu mélanger avec la transition, on a voulu que ça soit très clair que c'est autre chose, que c'est à court terme et que l'objectif, c'est d'avoir des garde-fous qui vont éviter qu'on soit en train de prolonger la vie de ce secteur-là indûment. Il y a une question de suivi, si on veut. Je pense que vous y avez un peu répondu, mais je vais tout de même la poser. Pourquoi ne pas avoir inclus donc dans les 6 secteurs celui du pétrole et du gaz, puisque il semble que la troisième catégorie vise ce secteur? Vous avez un petit peu mentionné ça dans votre réponse. Oui, ben en fait, c'est ça, on veut le regarder. Peut-être que ce n'est pas le secteur qu'on veut amener à transitionner, c'est certaines mesures à court terme qui nous semblent pas possibles. Donc, c'est la définition de comment on fait pour aller bien encadrer ces mesures-là qui va nous occuper. Et oui, ça, c'est quelque chose, là, on le voyait moins là, dans le calendrier, mais c'est quelque chose qui va se travailler en 2027. Le travail là, pour mieux définir les garde-fous liés à ce secteur-là. Mais c'est quelque chose pour lequel on est déjà très ouvert à toutes les suggestions, commentaires, etc., là, dans cette période-ci de consultation. C'est pour ça qu'on dit tout de suite, nous, on envisage travailler sur cette troisième catégorie-là. Donc, ce que vous avez comme commentaires à ce sujet-là sont à ce point-ci les bienvenus et ce travail-là va se faire au cours de l'année 2027. Puis si je peux ajouter, Claudine, c'est pour ça aussi que vous allez voir dans le rapport méthodologique, par rapport à la catégorie de réduction des mesures, pardon, de réduction des émissions, qu'il y a une question. La première question, c'est est-ce que vous considérez qu'elle devrait exister? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Et si oui, quels seraient les potentiels garde-fous qui pourraient être envisagés? Merci. Je vais poser cette question-là parce que c'est aussi dans la même veine. Donc, on se demande où se situera le travail sur la catégorie de réduction. Le secteur fossile dans le calendrier est-il intégré à un des secteurs de 2027 ou aura-t-il lieu plus tard? Pour le moment, il ne fait pas l'objet là, d'un groupe de travail sectoriel en soi. Il va se travailler au niveau de l'ensemble du conseil et des trois groupes aviseurs que nous avons, là, financiers, techniques et internationaux. Puis cette catégorie-là, on s'entend aussi qu'il y a besoin de beaucoup plus de travail. Donc, c'est pour ça que c'est poussé vers 2027. On l'a mentionné, il y a pas d'autres, en ce moment, taxonomie qui proposent cette catégorie-là. Donc, il n'y a pas de benchmark pour le mauvais mot en français pour cette catégorie. Merci. Question suivante. Comment la taxonomie aborde la vérification des déclarations partielles? Quel est le rôle des audits? Y aller ou... Oui, je peux y aller. Ben, c'est une très bonne question. Ben, en fait, je veux dire, en fait, au groupe aviseur financier, on a des représentants des grandes firmes d'audit qui contribuent parce qu'en fait, ils ont leur propre expertise aussi en finance durable et dans les taxonomies. Mais il n'y a pas de... Concrètement, tu sais, la taxonomie, elle est volontaire. Faut pas oublier qu'elle est volontaire. Donc, il n'y a pas encore de mécanisme officiel en termes de qu'est-ce que l'audit devrait faire. Ce qui est important aussi de mentionner, c'est que les investisseurs ont leur propre mécanisme de vérification, de diligence raisonnable quand ils font un investissement. Donc, lorsque les entreprises vont euh, divulguer s'ils sont alignés avec X, Y, Z, par exemple au cas des NSH ou les garanties sociales minimales, mais ça va être à l'investisseur aussi de faire son propre travail de diligence. De diligence. Merci. Prochaine question. Quel est le lien entre la taxonomie et les principes et lignes directrices dans le monde comme ceux de l'ICMA et du Climate Bond Initiative? Bonjour, vous Marlene, veux-tu répondre? Celle-là. Avec les,
Alors, on va concentrer sur l'interopérabilité. Alors, c'est comme ça qu'on utilise les principes des autres. Mais en fait, c'est une taxonomie canadienne qui est plus spécifique que les principes globaux. Et c'est important pour nous d'avoir quelque chose qui est vraiment euh, pour euh, euh, utilisé au Canada avec ce qu'il faut ici. Puis le Climate Bond Initiative il fait partie du groupe Aviseur international qui nous permet de s'assurer qu'il y a une interopérabilité avec ces grands autres principes globaux. Merci. Compte tenu des décisions prises par le gouvernement Carney et le recul dans les mesures de protection contre le réchauffement climatique, pensez-vous que cela vient enlever de la légitimité à la taxonomie canadienne? Je l'ai mentionné brièvement tantôt, mais on est un conseil indépendant, donc on a un mandat clair. Notre mandat, c'est d'élaborer une taxonomie. Ce n'est pas de commenter ce que fait ou ne fait pas le gouvernement fédéral. Donc, nous, on implante la taxonomie. C'est une taxonomie, je l'ai dit, qui est attendue par les financiers et par les entreprises qui cherchent à attirer des capitaux pour leurs activités, notamment les activités vertes ou les efforts de transition. Alors, on continue notre travail. Merci. Juste rappeler aux gens présents que vous pouvez continuer à nous envoyer vos questions dans la boîte questions-réponses qui se trouve en bas de votre écran. Si vous ne voyez pas cette boîte, essayez de voir les trois petits points dans le rond. Ouvrez une nouvelle fenêtre et vous allez probablement le trouver là. Une autre question qu'on a reçue, comment allez-vous réconcilier le fait que le Québec n'a pas reconnu la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones avec le principe de minimum safeguard? C'est la question que je vous ai posée. Je pense que Sonia Lee a mentionné là, qu'au niveau des garanties minimales sociales, il y a beaucoup de discussions qui ont lieu et qui sont prévues avec les différents groupes autochtones. Et l'idée est vraiment de travailler avec eux pour élaborer les meilleures méthodes possibles. Alors, on y va, on y va en consultation avec eux. C'est pour ça que il y a, il y a pas d'approche établie encore. Donc, c'est pour ça qu'il y a cette période de commentaires-là pour recueillir, selon vous, quelle devrait être l'approche. Euh, On sait aussi, par exemple, que la Colombie-Britannique a législé la Déclaration des Nations Unies, donc comment on fait pour réconcilier le tout des différentes provinces avec le niveau fédéral. Mais encore une fois, je pense que c'est important de mentionner que le Conseil, le rapport n'est pas final. Donc, le but, c'est de recueillir le plus de commentaires possible pour s'assurer qu'on part sur de bonnes bases. Nous avons une autre question. Dans quelle mesure l'exploitation minière des minéraux critiques peut-elle être considérée comme une activité verte et à partir de quel moment commence-t-elle à présenter un risque pour d'autres enjeux environnementaux et sociaux tels que l'utilisation excessive des sols, la perte de la biodiversité et la dégradation des communautés? Une autre excellente question. Veux-tu y aller? Ouais. Oui. Encore une fois, malheureusement, c'est des questions qui sont très pertinentes, qu'on veut recueillir, mais c'est des questions qu'on ne peut pas répondre parce que c'est beaucoup de si, et comme je l'ai mentionné, le rapport est ouvert aux commentaires. Donc, c'est ces perspectives-là qu'on veut recueillir à travers la période de commentaires, la période de rétroaction, pour s'assurer qu'on prenne ça en compte, mais malheureusement, je peux pas répondre de manière très spécifique à la question. Mais tu sais, c'est comme ne pas avoir de préjudice important, mais c'est un des critères, c'est une des façons de regarder les documents. Les garanties sociales minimales, c'est une des façons. À chaque fois, on vous demande qu'est-ce que vous pensez des différents critères qui sont présentés. Donc, n'hésitez pas à nous donner vos commentaires sur comment ça devrait être évalué. Merci. On a encore le temps pour d'autres questions, donc on vous invite à continuer à les mettre dans notre boîte questions-réponses. Une nouvelle question. Comment allez-vous assurer que la communauté financière canadienne, corporative et de réglementation accepte la taxonomie, surtout compte tenu que pour le moment, les principes ICMA semblent être les plus utilisés?
Ben, d'abord, la communauté financière, il y a déjà, comme je disais, une cinquantaine d'institutions financières qui participent aux travaux là, via le comité aviseur du groupe financier. Ces gens-là représentent assez bien aussi différents aspects de l'industrie. Il y a des gestionnaires d'actifs, des investisseurs, des gens dans l'assurance, etc., des banques. Donc, on va chercher de ce côté-là beaucoup d'informations pour s'assurer justement que c'est intégré et pris en compte. Et comme Sonia l'a mentionné un peu plus tôt, là, on cherche aussi, via le groupe international et tout ça, d'avoir une réaction sur l'interopérabilité des normes qui seront faites avec les différents autres des taxonomies qui existent ou avec les différentes règles qui existent pour essayer à la fois de minimiser le travail pour les entreprises et de faciliter là, la conversion d'une place à l'autre des mêmes informations. Si Alors, je... Oh, oui, pardon. vas-y, vas-y. Si je peux ajouter, étant donné que le groupe aviseur financier fait partie du processus depuis le début, eux aussi peuvent travailler à socialiser la taxonomie au niveau de l'interne. Et en plus de la communauté financière, le conseil travaille à engager la communauté d'affaires aussi, que ce soit à travers de webinaires, que ce soit à travers de tables rondes. Et ça, on essaie d'engager le plus possible avec les associations sectorielles, mais aussi les chambres de commerce, étant donné qu'ils ont une grande variété de membres. Donc, cet engagement-là, dès le départ, euh, va nous aider, on espère, à assurer une grande adoption. Puis l'autre aspect que je mentionnerais, c'est qu'on est en train de former les groupes de travail par secteur et la communauté d'affaires devrait faire partie de ces groupes de travail-là aussi. Donc, on cherche des gens avec des compétences techniques, des ingénieurs, des gens qui développent des projets, qui opèrent des projets. Donc, encore une fois, je pense que la structure de gouvernance va nous permettre d'assurer euh, une réussite dans la mesure du possible, puis une grande adoption du secteur financier et de la communauté d'affaires. Excellent, ce sont toutes les questions que nous avons reçues. Rapidement, si vous avez une autre question, je vous invite à la glisser dans la boîte. Euh, Si vous avez d'autres questions qui surviennent au cours de la journée, un peu plus tard aujourd'hui, on vous invite en fait à vous les parvenir. Mon collègue a mis l'adresse courriel à laquelle vous pouvez faire parvenir vos questions et toutes les questions qu'on reçoit, on fera un document si effectivement nous recevons des questions qu'on vous fera parvenir avec les réponses. Donc, Mais c'est à moi. C'est tout? il semble que ce soit deux dernières vérifications. Une petite question ici. Quelles sont vos relations avec le Australian Sustainable Finance Institute et le Climate Bond Initiative? Excellente avec les deux, les deux sont sur le comité international pour nous aider dans la préparation de la taxonomie. Merci. Alors, c'était la dernière question. D'accord. Merci à Claudine, Geneviève et Sonia Lee. Et merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Et alors, c'est tout. Si vous en avez plusieurs questions, vous pouvez les envoyer. Et bonne journée. Merci beaucoup. On compte sur votre participation. Merci Merci. Au beaucoup. revoir.